Bonjour à tous. Nous sommes ici au centre de contrôle de l'accélérateur de particules du CERN à Prèves-Saint-Moins. Nous avons la chance d'être accueillis ici aujourd'hui pour vous proposer votre nouveau Regard Croisé, votre rubrique de débat que vous retrouvez en papier dans votre magazine Regard Gessien ou en vidéo sur nos sites internet et réseaux sociaux pour tout comprendre et tout connaître de ce qu'il se passe dans le sous-sol du PageX, mais également ce qui se passe en surface entre le CERN et les collectivités et autres acteurs du territoire. À très vite. Aujourd'hui, nous sommes accueillis au CERN, au centre de contrôle de Prèves-Saint, par monsieur José Miguel Jiménez, qui est chef du département des technologies du CERN, en présence de Patrice Dunant, président de l'agglomération, et Aurélie Charillon, vice-présidente en charge de l'environnement et de l'innovation. Alors, peut-être première question pour commencer ce débat. À vous, monsieur Jiménez, où sommes-nous? Que se passe-t-il ici? Que fait le CERN dans le PageX? Donc ici, concrètement, nous sommes sur le site de Prèves-Saint, au premier étage de la salle de contrôle, une salle qui pilote tous les accélérateurs du CERN, il y en a plus d'une dizaine. Et aujourd'hui, nous sommes quelques heures après avoir remis du faisceau dans le LHC. Le programme se déroule comme prévu, c'est un peu comme un lancement d'une fusée. Donc le premier étage s'est déjà bien décollé, les protons circulent et nous avons même réussi à faire une accélération de ces protons, donc nous sommes déjà avec plusieurs heures d'avance par rapport au programme. Félicitations. Et donc une accélération de protons, que nos téléspectateurs comprennent, qu'est-ce que c'est concrètement? Qu'est-ce qui se passe dans un accélérateur en quelques mots? Donc, concrètement, dans un accélérateur, faut imaginer que nous avons des protons qui sont installés dans des wagons que nous appelons des paquets, et ces trains de wagons circulent dans la machine. Et l'objectif, c'est de les accélérer, de leur donner de l'énergie. Vous savez que Einstein dit que l'énergie, c'est de la masse, donc nous voulons créer de la masse. Donc nous allons donner de l'énergie à ces protons pour ensuite les faire se croiser dans les grands détecteurs que nous avons à 4 endroits différents. Et à ce moment-là, ces protons qui vont collisionner entre eux vont s'annihiler et transformer leur énergie dans une nouvelle matière, et c'est cette nouvelle matière et la désintégration qui nous intéresse. Très bien, merci beaucoup. Tout ça, ça se passe sous nos pieds, mais concrètement, pour le PageX, Monsieur le Président, qu'est-ce que représente le CERN sur le territoire et pour les collectivités qui composent PageX Aglo? Alors déjà, il faut souligner l'importance du CERN. Il y a eu le PageX avant le CERN. Il y a eu, et il y a aujourd'hui le PageX après le CERN. Si je dis ça, c'est parce qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque. Donc ce territoire du PageX qui a accueilli, évidemment, avec Genève, avec Mérin, ces installations du CERN, il y a plusieurs décennies maintenant, ça a profondément transformé notre PageX. C'est-à-dire que ça a ancré une activité de haute technologie, une activité de recherche scientifique mondiale sur ce territoire qui était essentiellement rural. Et ça a été un des points majeurs en fait, de développement de ce PageX, avec d'abord un apport de population considérable, avec un apport de population à la fois considérable, mais aussi venu des 4 coins du monde, ce qui fait une richesse supplémentaire dans son émulation. Et puis des installations évidemment qui très rapidement ont marqué le territoire, ont touché plusieurs communes du PageX, avec le développement plus tard du LHC bien sûr, mais en tout cas beaucoup de communes du PageX ont été impactées par ces installations, avec cet anneau qui est sous nos pieds essentiellement, en amenant aussi des équipements publics, il faut le dire, parce que ça a été un point important, puisqu'on parle des communes. Ça a été des salles, ça a été aussi un certain nombre d'installations de chantier qui ont été transformées et mises à la disposition des communes. Donc il y a déjà cette culture CERN qui s'est développée depuis cette époque, avec cette présence très soutenue et cette population nouvelle qui est un concentré quand même de la matière grise mondiale, encore une fois sur cette recherche fondamentale qui a une importance particulière. Aujourd'hui, pour PageX Aglo et en fait pour ces communes de PageX Aglo, eh bien, cet attrait du CERN, il est toujours évidemment vivace, surtout que les projets sont nombreux, on va en parler plus tard. Et voilà, donc pour notre territoire, en fait, c'est un des éléments moteurs, et j'allais dire c'est le moteur au départ de ce développement du PageX qu'on connaît aujourd'hui. D'accord, très bien. Peut-être avant d'avoir les répercussions peut-être plus concrètes avec vous, Madame la Vice-Présidente, qui est aussi maire de Prèves-Saint, donc il y a le témoignage de l'élu local, la maire, qui va aussi être particulièrement intéressant. Mais
pour resituer, donc le CERN, on parlait de l'accélérateur. Combien de sites, où se trouve le CERN, à part ici même à Prevessin? Comment est-ce qu'il s'implante sur le Pays de Gex, ce CERN? Donc, le site historique, effectivement, comme l'a rappelé le président, était initialement à Mérin. Et au fil du développement, avec le grand collisionneur d'électrons, positrons et maintenant avec le LHC, il est clair que nous sommes à dominante installés dans le Pays de Gex. Donc nous avons une dizaine de puits qui permettent d'accéder aux infrastructures souterraines qui sont réparties sur l'ensemble du territoire du Pays de Gex. Et j'aime aussi à dire que effectivement nous habitons, la plupart d'entre nous, moi le premier, dans le Pays de Gex. Les derniers chiffres qui m'ont été communiqués, nous avons 5700 personnes du CERN qui habitent dans le Pays de Gex, dont un grand nombre de retraités et de travailleurs frontaliers qui travaillent pour le CERN. Et ces personnes, ces familles, ma famille, représentent à nouveau 1500 personnes, 1500 enfants et épouses ou époux qui vivent dans le Pays de Gex et qui, j'espère, enrichissent cet environnement qui nous est cher. Donc, en termes d'infrastructure, avec le projet de haute luminosité, nous sommes en train de nous développer, déployer essentiellement sur 2 sites. Le site de Mérin, commune de Mérin-Maisonnée, et la commune de Cessy, où nous, quand on passe à côté, on voit un certain nombre d'implantations qui vont permettre de générer les infrastructures techniques qui sont nécessaires à l'amélioration des performances du LHC et du détecteur CMS. D'accord. Combien de puits donc dans le Pays de Gex? Une dizaine. Une dizaine de puits. Et un puits, on ne va pas chercher de l'eau, on imagine? Qu'est-ce qui s'y fait? Alors, ils sont soit ils hébergent des expériences, donc il y en a 3 à Ferney, Ferney-Ornay, Cessy, comme je l'ai mentionné, ou Saint-Genis-Pouilly. Donc là, effectivement, on a de grandes cavernes expérimentales avec une très forte densité d'électronique. Et les autres puits sont ce qu'on appelle des puits techniques qui permettent le refroidissement des infrastructures souterraines, donc avec des circuits d'échange d'eau et une ventilation pour assurer la sécurité des personnes qui travaillent dans ces galeries qui sont à 100 mètres sous terre en moyenne. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et donc, étant ici à Prevessin, Madame le maire de Prevessin, avant de questionner Madame la vice-présidente, qu'est-ce que représente pour une commune le fait d'avoir le CERN sur son territoire? Est-ce que il y a, on imagine ce qu'on appelle les externalités positives, on en a parlé avec les actifs, il y a peut-être aussi des nuisances ou des choses parfois à savoir encadrer. Voilà, comment on se situe en tant qu'élu local face au CERN et à l'attractivité certes qu'il génère, mais également à ce qu'il faut gérer autour de tout ça? Oui, on peut même parler d'impact. Mais avant tout, venir ici, c'est déjà venir un peu en famille, pour un maire qui accueille notamment la salle de contrôle donc, des accélérateurs. Donc c'est beaucoup de plaisir. Et puis sans doute dire au nom des maires, parce que évidemment je ne suis pas la seule ville qui accueille, il y a Saint-Genis, Pouilly, Ferney-Voltaire pour ne citer que les communes les plus proches. C'est vraiment travailler en partenariat avec la communauté cernoise. Donc partenariat sur différents sujets, la question de l'éducation, notamment de sensibilisation donc de la recherche nucléaire pour nos collégiens, nos écoles primaires, tant que c'est possible. Il y a eu des programmes, d'ailleurs on en parlait auparavant, où on proposait et on propose encore donc, à la communauté éducative de venir participer à des expériences ou à des visites assez régulièrement, autant que possible. Et puis grâce à cela, le CERN a permis la construction de la cité internationale. C'est quand même ça à l'origine qui a fait venir le lycée international et la cité internationale, d'une part. Et puis d'autre part, après, il y a toutes les questions aussi de partenariat grâce au CERN liées aux infrastructures publiques. Donc ça, j'insiste là-dessus parce que ensemble, et c'est vraiment un thème phare en ce moment, nous travaillons sur les questions de mobilité. Alors mobilité douce et active avec des investissements construits ensemble et financièrement partagés sur des pistes cyclables tout simplement. Donc très concrètement, voilà, on a pu financer tous ensemble, CERN, département, région et ville, la piste cyclable Route de l'Europe, qui permet de rejoindre le site de Mérin au site qui est celui de Prevessin. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Des réaménagements de carrefours, voilà, donc c'est très concret. Il y a vraiment un engagement de cette communauté cernoise
pour pouvoir dire donc aux habitants cernois, mais aussi aux autres, nous faisons partie de votre quotidien et nous estimons que nous devons travailler ensemble pour améliorer la mobilité de votre quotidien, des Cernois, mais aussi des habitants, parce que notre impact est quand même majeur. Il y a beaucoup de circulation, du fait aussi... On va y revenir, voilà, tout à fait, bien sûr. Donc il y a le volet mobilité, et puis il y a aussi un volet évidemment qui est celui de l'impact à la fois environnemental du CERN et puis de l'impact en termes aussi d'infrastructures, mais ça j'en ai parlé. Les questions que peuvent se poser peut-être les habitants, effectivement, c'est qu'on a des sites quand même industriels qui sont parfois très proches des villes, donc beaucoup de questions se posent, donc des attentes en termes de visibilité, voilà, que se passe-t-il derrière ces entrées. Donc je sais qu'il y a un travail d'ailleurs avec vous, le CERN, pour pouvoir mieux marquer côté français les entrées du CERN en termes pas marketing mais d'image. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis après il y a des questions effectivement environnementales, l'impact de l'activité industrielle du CERN sur les questions de la qualité de nos eaux, de nos cours d'eau, parce qu'il y a une vraie sensibilité, puis un gros travail avec le président Patrice Dunant pour améliorer la qualité de nos ressources en eau, quantitative et qualitative. Et je sais que le CERN, via des comités tripartites environnementaux, permettent d'aborder ces questions-là. La question aussi du bruit, ça c'est des questions que posent les habitants. Voilà, il y a quelques nuisances sonores qui peuvent nous gêner. Qu'envisage le CERN pour limiter ou réduire ce bruit? Et puis la troisième chose, parce qu'on en parlait encore récemment, notamment lors de nos commissions à l'agglomération, c'est quelle est la participation ou l'engagement du CERN, vous savez, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés à l'agglomération du plan climat, air, énergie territoriale pour réduire ou limiter les consommations énergétiques que met en place le CERN. Voilà, ce sont des questions récurrentes de la part de nos concitoyens. Très bien. Beaucoup de questions dans ces propos. Monsieur le chef du département des technologies, le CERN étant une grande maison, on va peut-être vous interroger sur ce qui vous concerne le plus, mais qu'est-ce qui est possible d'apporter comme réponse à toutes ces interrogations qui sont légitimes de la part des Gessiens? Bon, peut-être le premier point, répondre à cette problématique sur la nuisance sonore dont je me suis occupé depuis 2015. Donc effectivement, nous avons saisi au bon la décision du gouvernement français de faire des nuisances sonores une des priorités de la santé. Et donc dès 2015, nous avons pris un certain nombre de mesures et d'engagements. Donc l'engagement le plus fort, c'est celui d'appliquer la règle, donc d'éviter de créer des nuisances sonores supplémentaires, de les réduire là où cela est possible ou de prendre les mesures compensatoires là où cela n'est pas, quand on ne peut pas l'éviter. Donc cette politique a été mise en place dès 2016 avec les autorités locales et avec monsieur le sous-préfet de Gex. Et depuis 2016, aucune infrastructure du CERN n'a évolué vers plus de nuisances sonores. Bien au contraire, nous avons pris un certain nombre d'initiatives qui visent en continu à diminuer l'impact. Comment réduit-on cet impact concrètement pour ceux qui nous regardent? Ça peut paraître tout à fait surprenant, mais le comportement des travailleurs est le premier élément. Donc, pour prendre le cas de la commune de Saint-Genis, nous avons nos gardiens ainsi que nos responsables de site sont sensibilisés, et dès que quelqu'un fait une opération de bruit, évidemment, ils interviennent immédiatement, ils arrêtent les travaux et nous déployons sur place nos experts pour essayer de donner des conseils et expliquer que oui, nous avons un périmètre à forte densité de population assez proche et donc nous devons faire attention. Donc intervenir très rapidement sur les travaux, les arrêter, les réorganiser et les cibler dans des périodes qui sont avec moins de nuisances. Donc ça c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est cibler les anomalies de fonctionnement. Donc les infrastructures que nous avons en règle générale ne font pas de bruits anormaux. Donc vous savez que c'est pas tant l'intensité mais plutôt la fréquence qui peut être gênante, soit des fréquences aiguës, monotones, ou des fréquences basses, ce qu'on appelle des infrasons. Et donc là aussi, dès que nous détectons une anomalie, le responsable technique est appelé, nous intervenons, nous arrêtons l'infrastructure ou nous prenons des mesures de réparation immédiate.
Et enfin, le troisième plan, c'est qu'à chaque fois que nous faisons des opérations de rénovation, nous remplaçons les équipements existants par des équipements avec une signature sonore plus favorable. Donc c'est une politique qui est en place, qui fonctionne. Bien évidemment, notre implantation, comme vous l'avez dit, 936 hectares, donc 900 terrains de foot, répartis dans le périmètre du Pays de Gex. Il se peut que pendant quelques heures, une incidence nous échappe, mais en règle générale, nous prenons la mesure. Et si nous sommes alertés, nous réagissons toujours immédiatement. Très bien. Et concernant les nuisances autres, comme on peut le dire, on est sur un territoire qui valorise beaucoup de politiques environnementales, qui les porte, notamment sur l'eau. Est-ce que voilà, une attention particulière, on va dire, du CERN est apportée ? Oui, alors sur l'eau est évidemment un débat qui va au-delà même de l'aspect juridique et légal. Tout à l'heure, on parlait on n'ouvre pas une bouteille d'eau et la jeter derrière. L'eau est un élément indispensable à la vie. Donc oui, nous avons un programme. Nous sommes à la fois acteurs et nous sommes soumis au contrôle des autorités françaises et suisses sur les deux territoires à travers la tripartite. Nous avons déployé depuis 2015 des activités sur le contrôle des eaux de ruissellement depuis les parkings vers des bassins de rétention ou vers des puisards où nous contrôlons la qualité de ces eaux avant de les relâcher vers les rivières. Nous avons actuellement un programme de travail sur les tours de refroidissement pour traiter ces eaux qui ont la difficulté particulière que le ruissellement dans ces tours de refroidissement entraîne une évaporation et donc une concentration en sels minéraux qu'il faut ensuite gérer, soit en recyclant ces eaux vers des réseaux d'eau recyclés ou vers des réseaux d'eau pluviale. Évidemment, le premier assèche les rivières, mais permet un meilleur traitement. Le deuxième permet d'alimenter les rivières, mais nécessite un traitement et une surveillance un peu plus accrue. Donc chaque cas, chaque système est traité différemment. Prevcin est traité d'une manière, Crozet est traité d'une autre manière, Mérin est traité d'une troisième manière. Bon, Crozet avec la difficulté du relèvement des eaux pluviales qui viennent de l'infiltration dans les tunnels. Voilà, on traverse des nappes phréatiques. Donc tout ça pour dire que nous sommes, comme je l'ai dit à nouveau, acteurs, mais nous sommes responsables parce que nous acceptons et nous subissons le contrôle des autorités en toute transparence et nous n'avons pas de problème avec ces aspects. Très bien, merci beaucoup. Monsieur le Président, avant de peut-être parler de répercussions concrètes de partenariats ou autres, l'agglomération, vis-à-vis du CERN, quel est son rôle, notamment en matière peut-être d'urbanisme ou voilà, de contrôle justement dont M. Jiménez parlait, et quelle est sa vision? Est-ce qu'il faut plus de CERN sur le territoire? Est-ce qu'on a soif de développement des infrastructures? Est-ce que les efforts sont satisfaisants ou pas? Voilà, quel est votre sentiment sur le sujet? Alors je pense que le débat, c'est pas plus ou moins de CERN, c'est mieux de CERN, comme d'ailleurs c'est vrai sur toutes les installations, quelles qu'elles soient. Donc pour ce qui est du Pays Gex Aglo, il est évident que ne serait-ce que par le droit des sols, le PLUIH, donc notre plan local d'urbanisme, qui va très loin malgré tout dans les exigences, et c'est heureux, sur nos exigences en matière d'occupation de l'espace, mais aussi qu'est-ce qu'on y fait, comment les terrains sont classés, comment ils peuvent recevoir un certain nombre d'installations. Donc là, il y a déjà un travail de fond sur la planification et les futures installations, ou en tout cas vos propres fonciers, on va dire, pour pouvoir développer vos activités. Il y a déjà un certain nombre de choses de faites. Il y a évidemment des aménagements qui devront être faits au fur et à mesure de vos demandes et de vos exigences, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui ce que vous ferez dans 10 ans et qu'est-ce que vous prévoirez. Donc on ne peut pas tout planifier, bien sûr, mais en tout cas, il y a déjà un certain nombre de dispositions qui sont prises. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est plus dans les années 50 ou dans les années 70, où on avait des installations qui étaient mises en œuvre et qui finalement ne répondaient pas forcément à une pédagogie par rapport aux habitants, c'est important aussi, et à des respects de règles environnementales qui évidemment se sont beaucoup durcis, entre guillemets, par obligation, j'allais dire, climatique et de progression de notre climat. Avec des données complètement nouvelles, c'est-à-dire que toutes les installations et toutes les choses que vous mettez en place sur votre territoire au niveau du CERN, aujourd'hui les exigences sont beaucoup plus grandes. Exigences sur la préservation de l'eau,
bien sûr, avec aussi des lois qui s'imposent malgré tout et avec des autorisations multiples, mais en tout cas avec cette volonté d'avoir un développement qui soit conforme à notre environnement, puisque maintenant, y compris au niveau de la population, mais j'allais presque dire d'abord au niveau de la population, c'est inconcevable justement qu'on ne respecte pas un certain nombre de données. Et comme vous avez des installations au niveau du CERN qui sont particulièrement lourdes, votre niveau d'exigence est évidemment conséquent. Donc l'agglomération, elle sera là pour être à la fois un soutien par rapport à l'activité du CERN et tout ce qu'il peut apporter, mais aussi une très grande vigilance sur tous ces aspects, occupation du sol, enfin tout ce qui se passe en souterrain par rapport à nos trous, on l'a déjà dit, mais aussi le recyclage de matériaux quand vous avez des travaux très lourds et des excavations multiples. Donc ça, c'est des problématiques qu'on a déjà globalement sur le territoire, indépendamment du CERN. Mais vous allez représenter, le CERN va représenter dans les années qui viennent encore, évidemment, un pourcentage non négligeable de toutes ces problématiques. Donc moi, je suis à la fois confiant sur le travail qu'on doit faire ensemble pour pouvoir aboutir au respect des engagements que les élus de PHX Aglo ont pris déjà depuis de nombreuses années, mais qui se durcissent évidemment compte tenu des contraintes. Le respect de ces contraintes, c'est évidemment notre premier souci, et avec Aurélie Charillon en particulier, mais aussi avec Daniel Rafos qui s'occupe de l'aménagement, le maire de Saint-Genis, donc Hubert Bertrand qui s'occupe des mobilités, puisque tout ça c'est aussi lié. La volonté, c'est d'avoir cette bienveillante vigilance, ce que je dis souvent aux responsables du CERN, pour montrer à quel point la difficulté de traiter tous ces problèmes environnementaux dans le cadre de ces activités est chevillée à notre corps, mais qu'en aucun cas c'est un frein sur notre volonté de voir aboutir des projets qui, au-delà du CERN, sont des projets en réalité qui concernent le monde entier. Et un leadership européen, je voulais le dire aussi à ce stade parce que c'est important, un leadership européen sur cette recherche fondamentale qui peut être mis en danger si on n'a pas une certaine ouverture d'esprit sur ce qu'il faut faire. Donc des difficultés très grandes au niveau de cette exigence environnementale, mais aussi cette volonté d'être très positif sur ce que ça apporte à l'Europe, mais aussi sans être grandiloquent au monde entier dans la recherche. Ça amène une question. Pour comprendre, qu'est-ce que le CERN, peut-être à l'échelle mondiale, et ensuite on évoquera les questions au niveau local, mais qu'est-ce que le CERN a permis aujourd'hui, ce qui se passe sous nos pieds, cet accélérateur, on parle des 10 ans du boson de Higgs, et des éléments, une petite présentation sera à retrouver dans notre magazine papier de juin. Voilà, qu'est-ce que c'est concrètement que ces grandes découvertes permises par ce qui se passe ici même? Avant de répondre à cette question, je vais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur le Président, parce que je pense que c'est important. Le point qu'il convient de souligner, c'est que nous voulons plus de CERN dans le PHX, pas sur le PHX. Nous sommes partis du PHX et je pense que c'est important. Et je pense que dans la discussion sur la stratégie européenne et sur l'avenir de la physique des particules, et une des raisons pour lesquelles le CERN se penche sur un futur projet, c'est parce qu'il est clair que vivre dans le PHX pour les employés de l'organisation que nous sommes est un privilège. Il n'est pas facile d'avoir dans notre monde globalisé un environnement aussi propre, aussi agréable et aussi interdisciplinaire et interculturel que celui dont on peut disposer dans le pays de Gex et dans le Grand Genève au sens général. C'est un atout pour l'organisation et nous le comprenons bien. Donc il est clair que vis-à-vis de l'avenir, notre objectif c'est de préserver cet acquis et non pas de contribuer à le détériorer. Et un atout pour attirer des scientifiques par exemple? Certainement. Il y a certaines institutions dont je ne parlerai pas pour des raisons de courtoisie qui se sont implantées dans des zones où une des principales difficultés c'est l'attractivité des jeunes scientifiques avec leur famille et là, parce qu'ils se voient mal rester plusieurs années dans un environnement qui n'est pas construit et qui ne bénéficie pas de l'entourage que nous avons dans le pays de Gex. Donc je pense que ça c'est peut-être un des points. Pour revenir à votre question, le point fondamental est que tous les grands instruments scientifiques ouvrent des perspectives. Dans le cas du CERN, nous parlons de la compréhension de la matière, de comment s'est créé l'univers et comment il va évoluer. Mais ces perspectives scientifiques, cette curiosité humaine
sont des vecteurs de développement technologique. Beaucoup de technologies dont nous avons parlé tout à l'heure sont nécessaires à faire progresser ces grands instruments scientifiques, et ces progrès technologiques rejaillissent ensuite dans l'économie territoriale, nationale, européenne, et aussi dans la société, dans des traitements divers. L'aspect énergétique, pour parler de ce point, et l'aspect environnemental, plus l'instrument scientifique devient grand, et plus il devient prépondérant. Donc oui, on en parlera peut-être un peu plus en avant, mais dans le cadre des projets futurs du CERN, ces deux éléments, environnement et énergie, feront partie de l'ADN même du projet. C'est impossible de l'imaginer différemment. Et typiquement, en parlant d'énergie et d'environnement, Madame la vice-présidente, vous présidez depuis peu pour PageX Aglo la CEMOP, qui est une société d'économie mixte à opération unique, qui a pour but de faire fonctionner un réseau de chaleur qui vient du CERN, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en quelques mots ? Alors, nous remercions PageX Aglo, donc le CERN, parce que ça c'est quand même une innovation par excellence extraordinaire, dans le sens vraiment unique à l'échelle nationale, je crois qu'on peut le dire, et même au-delà, effectivement, mais à l'échelle européenne, parce que sur plusieurs actions, même en termes de gouvernance, c'est de l'innovation. Alors, par exemple, la CEMOP va pouvoir effectivement, en récupérant l'énergie fatale du CERN, alimenter via un réseau de distribution, donc via une chaîne de valeur. Donc on récupère, on stocke, on transporte et après on redistribue. Va pouvoir chauffer en chaud et en froid la ZAC Territoire Innovation, donc à Ferney-Voltaire, et puis aussi une grande partie de la ville de Ferney-Voltaire. Donc nous allons ainsi avoir jusqu'à au mieux presque 60% d'énergie renouvelable lorsque tout fonctionne, et puis en moyenne jusqu'à 51,70% je crois, de taux moyen d'énergie renouvelable, en tenant compte des périodes d'arrêt du CERN. Donc c'est quand même assez formidable, sachant qu'aussi cette CEMOP va travailler sur d'autres énergies qui vont se combiner, puisqu'on parle vraiment de mix énergétique lié à l'utilisation de l'énergie fatale du CERN. Donc nous aurons l'énergie fatale du CERN, la récupération aussi grâce au CERN de l'énergie liée au data center, tout ça à Ferney-Voltaire, des pompes à chaleur, la récupération aussi que nous allons étudier sur les eaux usées, le photovoltaïque. Donc, ce qui est remarquable, c'est que nous allons ainsi créer, grâce au CERN, un écosystème favorable au développement et à l'innovation, tout autour de la thématique énergétique, avec sans doute l'arrivée, c'est pas sans doute, l'installation d'énergéticiens. Là, on peut citer Dalkia, mais peut-être des startups qui, après, voyant que cela fonctionne et que c'est efficace, s'installeront. Sans doute aussi une vitrine pour installer de la formation, autour de la thématique énergie, en partenariat avec peut-être Savoie-Mont-Blanc, on en parle aussi, avec les universités de Genève, voilà. Et puis avoir aussi un aspect expérimental, avec un miroir numérique sur la thématique de l'énergie. Donc vraiment, c'est remarquable de pouvoir dire que grâce au CERN, c'est vraiment ça, on est en capacité de mettre en place enfin un partenariat public-privé, parce qu'il s'agit de ça en fait, avec comme actionnaire majoritaire PageX Aglo, un partenaire privé représenté par les énergéticiens Dalkia Smart Building, et puis la Caisse des dépôts et la Banque des territoires. Voilà ce que la coopération public-privée peut réaliser. Et juste pour rentrer dans les détails, c'est quand même 2500 logements et près de 200 000 mètres carrés de secteurs d'activité qui vont être chauffés ainsi en chaud et en froid, avec, on espère, une coopération à terme avec le projet Génilac, en lien avec nos amis genevois. Ça aussi, c'est... L'énergie fatale du CERN qui fait partie de ce mix énergétique, si on comprend bien, en quelque sorte, pour vulgariser au mieux, c'est la chaleur générée par le refroidissement de vos infrastructures qui était un petit peu perdue aujourd'hui et qui va permettre de chauffer des logements Oui, c'est une dizaine de mégawatts que nous transférons dans ce réseau avec 2 échangeurs thermiques qui ont déjà été installés et qui sont opérationnels, qui vont permettre, à travers des circuits séparés, je pense que c'est important de préciser que l'eau du CERN ne va pas, même si elle est surveillée, c'est des réseaux séparés dans des échangeurs,
Donc nous faisons une extraction de l'énergie dissipée dans les câbles et les conducteurs par effet Joule ou dans les moteurs de ventilation, et c'est cette énergie-là qui serait perdue, qui est effectivement utilisée pour le chauffage ou le refroidissement en fonction des étapes qui sont prévues dans le projet. Une fois que les puits d'énergie seront mis en place, le système d'échange sera plus facile dans les deux sens. Donc oui, c'est une approche très pragmatique, c'est relativement simple technologiquement, mais c'est brillant. Et je pense que ça, c'est important de le souligner. Des fois, les choses simples fonctionnent très bien. C'est certain. En parlant de choses simples, l'agglomération, Président, est liée avec le CERN sur une convention où des technologies peuvent être utilisées par des startups sur le technoparc de Saint-Genis-Pouilly. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, et encore une fois, quelle est la place du CERN au-delà de ces avancées vraiment environnementales, mais également dans des secteurs où on l'attendrait peut-être un peu moins, sur de l'économie pure, du développement d'emplois. Voilà, il y a le pôle de l'entrepreneuriat aujourd'hui, un chantier phare de l'agglomération. Voilà, quelle est la ligne? Qu'est-ce que prépare l'agglomération sur cet aspect économique? Déjà, juste un petit historique très rapide, mais le technoparc phare de l'agglomération, c'est celui de Saint-Genis-Pouilly. C'est pas un hasard, hein. C'est à l'époque un certain nombre de communes et la commune haute donc, qui avait lancé cette volonté d'avoir cette zone d'activité haut de gamme, high-tech. Alors suivant les périodes, les termes changent, mais en tout cas l'idée c'était d'avoir justement une zone d'activité qui soit performante sur des nouvelles technologies, déjà à l'époque, hein, avec une sémantique qui a évolué, mais en fait l'idée était la même. Aujourd'hui c'est 1000 emplois et un peu plus de 100 entreprises, mais au milieu de tout ça il y a Innogex, hein, donc le système qui a été mis en place en 1993 je crois, sur justement le fait de capter, cette émulation qui est créée par le CERN pour pouvoir aider des entreprises et des développements d'un certain nombre de sujets innovants, dans des sujets, c'est vrai, qui sont parfois très éloignés de ce que le CERN fait dans l'image collective. Et donc ça a permis d'essaimer avec des projets qui ne sont pas énormément en nombre, qui ne sont pas spectaculaires, mais en tout cas ça a permis à quelques pépites, et c'est important parce que c'est des niches, mais qui sont évidemment très valorisables, de se développer. Donc nous, le but c'est que PageX Aglo, dans le cadre de son activité économique, hein, qu'on suit avec Vincent Scatolin qui est vice-président à l'économie, et puis donc Aurélie pour la partie innovation, et ben, le but c'est justement d'intensifier cette collaboration qui est ancienne, et qui a vu par exemple s'installer des entreprises très symptomatiques, hein, qui développent par exemple des moteurs d'avions électriques ou des choses qui sont beaucoup plus proches des gens, par exemple des avancées sur la lecture par des outils très performants, et le CERN n'y est pas pour rien, sur des scanners, on va dire entre guillemets, des installations en tout cas qui permettent d'avoir des développements sur la recherche contre le cancer ou le traitement contre certains cancers, en particulier celui de la prostate, si je ne me trompe pas par rapport à ce qui est installé là. Et puis un certain nombre d'autres entreprises qui normalement au bout d'un certain temps aussi doivent pouvoir voler de leurs propres ailes, avec cette difficulté qui est propre au PageX, justement d'avoir ce relais et sur lequel on travaille, avec justement ce pôle de l'entrepreneuriat qui devrait être à la fois cette installation phare de l'économie dans le PageX. Mais tout ça, ce que je veux dire, c'est que tout ça, en réalité, si le CERN n'avait pas été là, on n'aurait pas ce tissu local sur ce technoparc de Saint-Genis-Pouilly en particulier, qui, pour 1000 emplois, ça a l'air peut-être résiduel, mais ça ne l'est pas du tout, puisqu'on est dans un pays qui a du mal à trouver une économie propre à cause de cette proximité, ou grâce, dans certains cas, un dynamisme en tout cas sur ce secteur qui est capté essentiellement par la Suisse. Et donc toutes ces essaimages d'intelligence, j'allais dire, et de dynamisme sur ces entreprises et ces gens qui ont monté ces entreprises, qui sont souvent de petite taille, ont permis, grâce au CERN justement, à développer ces niches technologiques très importantes. Il faut qu'on aille au-delà. Donc nous, cette ambition qui est complètement partagée par l'ensemble des élus du PageX, je crois, hein, bon an mal an, c'est justement de développer encore ça, puisqu'on a maintenant un historique, mais on n'est jamais passé à l'étape d'après.
Et notre ambition, elle est beaucoup plus importante aujourd'hui que ce qu'on y fait. Par contre, on a la base, grâce à vous. On a cette base-là. Et ce que disait Aurélie Charillon sur la CEMOP est très intéressant, puisque c'est quelque chose qui est, au moment où Innogex a été lancé, enfin où il y a eu ces aides aussi directes de l'agglo sur les implantations de ces entreprises, il n'y avait pas forcément ces développements sur la ZAC ou la SPL de Ferney-Voltaire qui étaient aboutis. Et on voit bien que cette émulation crée des choses qu'aujourd'hui même on n'imagine pas. Mais par vos installations spécifiques et votre puissance de feu, j'allais dire, eh bien, on a aujourd'hui des développements qui correspondent en plus à notre temps. C'est-à-dire comment traiter, ce que disait Aurélie dans le détail, comment traiter la gestion de notre énergie, le chauffage, etc. Tous ces points qui, aujourd'hui encore, 2 mois après ce début de guerre en Ukraine, a montré que c'était encore plus important d'aller dans cette voie. Nous, on a cette chance spécifique d'avoir justement toute cette énergie dans tous les sens du terme, et ces multiples développements. Mais je crois qu'en tout cas, pour le PIGEX, le CERN reste, à cause ou grâce à tout ce que je viens de dire et à ce qu'on a dit avec Aurélie, le moteur de ce qu'on peut faire pour avancer vers une économie à la fois dynamique et spécifique, qui est tout à fait originale. Très bien. Et le CERN demain, on a parlé de ces partenariats, de ces projets innovants qui irrigueront demain, mais quels sont les programmes, quelle est la vision de la direction du CERN, voilà. Quel avenir? Juste un point que je pense qui est fondamental, c'est que le CERN n'est pas une entité isolée, c'est-à-dire que le CERN, il est à vous d'abord. Le CERN, il est aux États membres, donc c'est un organisme intergouvernemental dont les objectifs, dont l'avenir est défini par la communauté des physiciens des particules, donc par une cellule qui s'appelle la stratégie européenne. Cette stratégie européenne qui a identifié un certain nombre d'options possibles d'accélérateurs, soit circulaires, soit linéaires. L'option du grand collisionneur circulaire, le Future Circular Collider, étant l'option favorisée par la communauté internationale et sur laquelle nous sommes en train de faire une pré-étude. Donc ce n'est pas une étude de faisabilité. J'insiste sur ce thème parce que l'étude de faisabilité a une notion de droit en France. Une étude de faisabilité, ça impose un certain nombre d'étapes. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes plus dans une étude pour savoir quels pourraient être les points bloquants, justement, comme je l'ai dit, en énergie, en environnement, en impact sur le territoire. Donc on en est à ce stade-là. Et notre objectif, c'est effectivement qu'à l'horizon de 2025-2026, pour la prochaine étape de la stratégie européenne, nous puissions nous prononcer sur la faisabilité et donc lancer l'étude de faisabilité. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes tellement contents de vivre dans le pays de Gex que si nous pouvons orienter l'avenir de l'organisation dans le sens de rester implanté dans le territoire, cela fait un sens majeur à notre stratégie. Et c'est la raison pour laquelle, dans les petits schémas qu'on peut voir à différents endroits, le grand collisionneur FCC est toujours quelque part, passe toujours au-dessus du LHC actuel, a toujours un point de croisement avec le LHC actuel. Donc oui, effectivement, on pourra voir que dans le pays de Gex, il y a 2 points de croisement, un côté Ferney, un côté sud du pays de Gex vers la zone de Chalais, et ensuite 2 en Suisse et les autres dans la Haute-Savoie. L'objectif, c'est quand même que notre centre de gravité reste là où on est. Très bien. Ce futur collisionneur qui est donc en réflexion, on peut dire, quelle serait sa dimension, quelle serait sa différence par rapport à l'existant, bien qu'on en soit encore que très... Donc les intentions, c'est d'aller en 2 étapes. Donc une première étape qui est une machine, ce qu'on appelle une machine de précision, donc pour faire de la physique sur le boson de Higgs et sur le modèle standard, et ensuite de s'ouvrir toujours des perspectives par rapport à une machine de découverte. Donc une machine de découverte, c'est plus d'énergie en collision, donc plus d'énergie dit des phénomènes physiques différents. Donc on s'ouvre à nouveau un spectre de découverte différent, et donc ça se fait en 2 étapes, avec le même tunnel pour des raisons d'optimisation de coûts, parce que ce sont des grands instruments scientifiques, sont des investissements majeurs, et donc on parle de
entre 90 et 100 km selon les différentes options. Et le LHC devrait fonctionner jusqu'en 2040. Donc une mise en service de cette nouvelle machine à peu près dans cet ordre de grandeur, 2040, pour ensuite un fonctionnement pour pratiquement 50 ans de plus. D'accord. Et qu'est-ce que ça inspire aux élus locaux en général, selon vous, d'entendre des projets comme ça? Est-ce qu'on accueille à bras ouverts, encore une fois, ou comme on l'a vu, il y a quand même de la vigilance à avoir? Voilà. Quel est le sentiment d'un élu local face à cette annonce? Peut-être chacun votre tour. Oui, moi je veux simplement dire que c'est des projets de long terme, évidemment, mais que par contre, le positionnement, il doit être, à mon sens, par rapport à ce qu'on peut en voir aujourd'hui, puisqu'on en est vraiment au début, il doit être clair, de la part aussi des collectivités locales, mais il faut qu'elles aient les éléments, évidemment, pour se positionner. Aujourd'hui, par rapport aux informations qui nous sont données, ce que je trouve intéressant, c'est que d'abord, on a un préfet de région qui est chargé de couvrir l'ensemble des collectivités qui seront concernées d'une manière ou d'une autre, et c'est important parce que c'est un gage aussi d'indépendance sur les discussions qu'il peut y avoir. Je crois que c'est très important pour pas qu'il y ait une suspicion sur les élus locaux qui par définition sont très intégrés avec le CERN dans le quotidien, on va dire. Donc là, on est évidemment à une autre dimension, puisque toutes ces autorisations, elles dépassent largement notre cadre local. Et puis on a le département de la Haute-Savoie qui est particulièrement concerné, qui a lui une culture qui est différente, puisque le CERN n'est pas présent aujourd'hui sur ce secteur. Et donc le rôle que je vois, moi, au travers de Pays Jacques Aglo, en tout cas sur la promotion de ce projet, avec toutes les réserves qu'il y aura, parce qu'il y a encore un travail évidemment énorme, on n'en est même pas au début, c'est pratiquement une prise de contact, on va dire. Ça sera aussi d'expliquer ce que ça apporte sur un territoire, d'avoir justement de participer à ces aventures technologiques. Mais il y a aussi tout ce qu'on a dit auparavant sur l'aspect environnemental, qui va être primordial. C'est pour ça que je pense que ce projet ne pourra pas aboutir s'il n'y a pas des réponses, évidemment, de données sur l'ensemble des problématiques qu'on a déjà listées. Le problème de l'eau, le problème majeur, alors là, dans ce cadre-là, sur ce projet particulier, de tout ce qui est excavation, traitement des déchets inertes, qui est déjà une problématique qu'on a sur ces territoires, mais aussi tous les autres projets, toutes les autres nuisances. Par exemple, c'est des chantiers quand même importants qui impactent les villages, les endroits où ils se déroulent de façon assez durable. Donc il y a, à mon sens, la réussite de ce projet, elle ne peut se faire que avec une très grande concertation, avec beaucoup de pédagogie et aussi avec des réponses qui ne peuvent pas à l'instant T être là, présentes, et on le sait bien. Mais en tout cas, on sait que le CERN travaille justement à apporter ces réponses au fur et à mesure qu'elles se poseront. Les défis sont majeurs, et la plus grosse problématique que j'y vois, une fois qu'on aura répondu à ces exigences multiples, c'est justement un blocage de principe qui serait dévastateur pour... je parlais tout à l'heure de l'enjeu au niveau du pays, mais c'est aussi un enjeu européen et j'allais dire mondial. C'est-à-dire que c'est pas aux gens du CERN qu'on va expliquer que quand vous prenez du retard sur de la recherche fondamentale, quand vous prenez du retard sur des installations de pointe qui n'existent pratiquement nulle part, mais où il y a d'autres projets sur d'autres continents qui sont concurrents, tout retard pris, évidemment, créera un déclassement supplémentaire de notre vieille Europe qui n'a pas besoin de ça, et qui doit absolument garder ce leadership. À mon sens, je crois qu'on ne peut pas, même en tant qu'élu local, faire abstraction de l'intérêt plus que national, pratiquement, j'allais dire, de l'intérêt de l'humanité, de mieux comprendre la matière, d'aller plus loin encore dans la recherche et sa compréhension, et puis d'apporter du bien-être aux populations au travers d'innovations qu'on l'a bien vu tout à l'heure sur des petits exemples locaux, sur des innovations majeures qui ont des développements fondamentaux sur la médecine, le traitement d'un certain nombre de pathologies, au bénéfice de tous, mais il y a aussi plein d'autres développements. On va pas revenir sur le rôle du CERN, sur la création du web, etc. Voilà, donc au niveau des élus locaux, moi ce que je souhaite simplement, c'est qu'on mette en perspective l'adhésion, ou pas d'ailleurs, à ce projet, avec aussi ces éléments macro-économiques, macro-scientifiques, qui sont à mon sens aussi fondamentaux. On ressent bien là la bienveillance vigilante. Exactement, une formule que j'ai trouvée tout seul, j'étais très content. Madame la vice-présidente, Madame la maire. Évidemment, non, mais je souscris à tout ce que dit le président de l'agglomération, Patrice Dunant. Ce qui est certain, c'est que s'il y a bien un organisme international qui peut réussir cette concertation de votre culture, de par votre culture, et c'est bien le CERN. Donc
je pense qu'on peut tout à fait avoir confiance dans l'aboutissement de ce projet qui va au-delà de l'intérêt même national. Ce que disait Patrice, c'est que c'est un intérêt majeur aussi qui est lié à la particularité de la recherche européenne qui n'est comparable nulle part ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment cet avenir-là. Cette souveraineté aussi, européenne et à la fois nationale, sur des technologies qui ne sont pas aussi performantes ailleurs, pour lesquelles il n'y a pas eu autant d'injections aussi d'argent et de pays différents. Mais je pense qu'on est prêt à l'échelle locale, même si les impacts sont certainement différents ou peut-être plus importants parce qu'il n'y a pas déjà cette culture d'installation du CERN à porter peut-être notre expérience et puis la façon dont le CERN s'est progressivement implanté, a fait partie donc de la communauté gessienne, c'est vrai, c'est la réalité, et sur tous les pans de notre vie, on a parlé d'éducation, de l'environnement, de l'activité économique, donc c'est ça en fait, voilà que les Hauts-Savoyards doivent vraiment ressentir. Et c'est normal qu'il y ait des questions, elles sont légitimes, Patrice les a citées, c'est plus que légitime, mais je pense que tous ensemble, on est en capacité de pouvoir y répondre. Et les élus gessiens, ça sera vraiment d'apporter cette expérience-là, qui malgré tout, qui date de plus de 50 ans, sur l'installation du CERN, pour donner confiance aux Savoyards. Voilà, je pense que... Très bien. Écoutez, après ces débats particulièrement intéressants, je vais vous proposer peut-être un mot de la fin, un élément que vous voudriez soulever. Monsieur Jiménez, on est chez vous, donc la parole est vôtre. Merci. Bon, tout d'abord, effectivement, remercier le soutien que nous recevons au quotidien et encourager d'ailleurs cette bienveillance et avec toutes les devoirs que nous avons vis-à-vis de la communauté et aussi rebondir sur ce qui a été dit, c'est-à-dire que il n'y a pas un seul gouvernement ni un seul pays aujourd'hui en Europe qui ne voit pas un grand instrument scientifique comme une opportunité d'avenir. C'est les négociations d'implantation de toutes les initiatives scientifiques et des universités qui sont reconnues par l'OCDE comme étant des vecteurs majeurs de développement territorial, sont connus de tout le monde. Et donc, je pense que les faits sont tangibles. Maintenant, il nous appartient à nous. Évidemment, on compte sur nos partenaires du PIGEX pour nous aider à faire passer le message auprès des personnes qui ont encore quelques interrogations et travailler pour répondre à toutes ces questions. Et en tout cas, un grand merci de nous accueillir sur votre territoire et nous sommes vraiment contents d'être ici. Merci beaucoup. Peut-être que certains pourront visionner le débat et s'acculturer légèrement à vos activités. Un mot de la fin, Madame la Vice-Présidente. Moi, je peux que souligner et continuer à témoigner de cette expérience et puis de la communauté gessienne et cernoise qui est vraiment résolument tournée vers le partenariat, la coopération, l'innovation et puis aussi un élément dont on a moins parlé, la solidarité. Parce que dans l'exemple de la CEMOP, grâce à cette énergie réutilisée, on va quand même pouvoir baisser de manière drastique le coût de l'énergie et du chauffage des habitants et notamment de Ferney-Voltaire de plus de 50% au moins. Alors évidemment en ce moment le contexte est favorable pour dire cela, mais n'empêche que avec plus de 50% d'énergie renouvelable, on est vraiment dans les objectifs du PCAET et de la COP21. Merci. Monsieur le Président, votre... Oui, ça sera très court, parce que je crois qu'on a beaucoup développé. Moi, je tiens juste à dire qu'il y a un enthousiasme qui est certain pour nous tous à travailler avec vous, justement, sur l'ouverture de la recherche scientifique, l'approfondissement de la recherche scientifique, de la recherche fondamentale, et la chance inouïe qu'on a de pouvoir, nous, y participer. On sait que les difficultés et les problématiques sont majeures à résoudre, et moi, ce que je pense vraiment de cette aventure commune, qu'on a, pas au même niveau évidemment, mais en tout cas on est tous dans ce bateau commun, par rapport à cette présence du CERN et ce que ça nous apporte sur ce territoire, moi j'ai envie de vous dire, on a envie d'aller très loin avec
avec vous, et plus l'environnement sera préservé et sera valorisé par ce qui est fait, plus on pourra aller loin, et je crois que là on apporte quelque chose de vraiment fondamental, et pour le Pays de Gex c'est quand même une chance inouïe. Je crois que les élus en ont pas toujours conscience, mais que de plus en plus on se rend compte que c'est vraiment quelque chose qui est une vraie richesse pour notre territoire. Merci. Merci à tous d'avoir suivi ce débat. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet paysgexaglo.fr, sur nos réseaux sociaux, ainsi que retranscrit dans le magazine Regard Gessien que vous retrouverez chez vous ou en version en ligne très prochainement en juin. Merci encore et à très bientôt pour un prochain numéro de Regard Croisé.